Donc, merci une fois de plus à notre public, danse de fidèles ou d'occasionnels, d'être présents parmi nous. Merci d'abord à Luigi Alberto Sanchi et à Aymeric Monville. Et comme d'habitude, comme il est tradition ici, on ne présente plus Luigi Alberto Sanchi, qui va en revanche nous présenter l'ouvrage auquel il a contribué et qui a été traduit par Aymeric Monville. Et donc, je leur passe tout de suite la parole. Merci. Merci. Dans l'ordre qui vous convient. C'est très intimidant de commencer, mais surtout qu'on parle de gens tout à fait magistraux, dans tous les sens du terme. Donc je vais peut-être laisser les mots d'introduction. Alors, en guise d'introduction, j'aimerais bien te poser une question. Oui. Parce que donc, le livre que voici, que nous présentons, appartient à la collection Monde Antique. Oui. Alors, certains pourraient être surpris que les éditions d'Elga aient une collection Monde Antique. Et donc, voilà, ma première question, c'est pour toi, c'est de savoir qu'est-ce qui t'a poussé à lancer cette collection qui arrive à son 5e titre déjà. Oui, tout à fait. C'est vrai que ce sont des éditions qui sont... Bon, c'est très gentil déjà de s'intéresser à ce qui est quand même un peu mineur dans tout ça, c'est-à-dire l'éditeur. Mais c'est vrai que cette collection va avoir, je l'espère, une heureuse suite. Et je pense qu'elle a été bien pensée, y compris du fait de notre proximité amicale de longue date. C'est vrai que ce sont une maison d'édition qui se caractérise par la proximité avec la pensée marxiste. Il y a un précédent évident qui est celle des éditions Maspero, qui avait une très belle collection antique sous les auspices de Vidal-Naquet et Jean-Marie Vernat. C'est vrai qu'en même temps, si on fait une vague métaphore avec les États, si on peut comparer les maisons d'édition et les États, et c'est vraiment totalement immodeste vu le petit catalogue que nous avons qui doit compter 200 titres, mais disons qu'il y a une politique des maisons d'édition qui ressemble à celle des États. Quand un État se met à s'intéresser à la philologie, c'est connu, c'est qu'il a de vastes ambitions, parce qu'il pense en siècle. C'est le Vatican qui dit « pensiamo in secoli », pensons en siècle. Et avoir cette perspective du temps long, effectivement, nous fait regarder peut-être plus loin. Pardon pour le truisme, mais ça me semble quand même une évidence. Et donc oui, cette collection, il y a ce magnifique histoire du droit romain que tu as traduite, Luigi, de Mario Brettone, qu'on avait présenté ici. Il y a un autre de Luciano Canfora qui est la vie de Lucrèce, où il montre qu'en fait les déformations de la censure qui a pesé sur l'œuvre de Lucrèce ne datent pas seulement des chrétiens, mais commence en fait avec Cicéron, c'est la thèse principale. Je l'ai remis dans cette collection, mais en fait il était précédent, je n'avais pas cette idée-là, mais il y a l'assassinat de Jules César par Michael Parenti. Alors ce qui est intéressant, parce que c'est quelqu'un qui n'avait rien à prouver, qui avait fait toutes ses preuves, disons, dans la critique politique, c'était un communiste américain. Et ce qui est intéressant, c'est que justement il s'est plongé avec bonheur en amateur dans le monde antique, et c'est tout à fait intéressant d'avoir ce regard-là. C'est intéressant de mélanger justement le point de vue du père spécialiste, et puis le fait de dialoguer un peu avec la société civile, comme on dirait. Et même chose avec Roger Vaillant, les pages immortelles de Suétone, qui est aussi un classique. Voilà, et beaucoup de choses vont suivre. Effectivement, je pense que si on n'avait pas comme dieu tutélaire la figure de Luciano Canfora, sans doute cette collection n'aurait pas été fondée. C'est toi qui m'as donné l'idée de mettre une jaquette pourpre. Évidemment, ça s'imposait. Évidemment, comme toute exception confirme la règle, Monde Antique s'applique peut-être un tout petit peu mal à celui-ci, puisqu'en fait, ça parle effectivement d'exégèse des textes, y compris latin, grec et hébreu, mais jusqu'à l'époque moderne. Donc peut-être d'une certaine manière, c'est l'exception qui confirme la règle. Voilà, je n'ose pas rajouter d'autres choses, de peur de... Alors, c'est pas que je ne veuille pas parler, mais je vais aussi te poser une deuxième question. C'est très socratique. Voilà. Non, parce que bon, je connais depuis longtemps Luciano Canfora. Je l'admire beaucoup. Il a une prose absolument captivante. Et comme tu l'as traduit, comme tout traducteur, tu es entré dans un corps à corps avec la pensée de l'auteur, parfois sinueuse, très subtile souvent.
Et donc, j'aimerais que tu dises au public quel est ton- comme ça, le ressenti face à cette pensée complexe. Alors, j'ai un sentiment d'immense fierté une fois le résultat obtenu, sachant que justement je l'ai soumis à ta férule critique. Mais et c'est vrai, j'ai mis beaucoup de temps à le traduire parce que j'avais peur de me confronter un petit peu avec ce. C'est pas seulement une langue, c'est une pensée qui est liée. Et c'est vrai que j'avais l'habitude déjà de traduire donc des grands professeurs italiens. Alors c'est vraiment un autre monde là. Je crois que c'est quand même c'est une autre langue hein, complètement. Hein. Et notamment le Domenico Lo Sordo. Et là, j'ai dit, bon, je suis content du résultat, et heureusement parce que tu es revenu aussi, tu as revu cette traduction. Et c'est vrai qu'en la relisant, en ayant peur d'ailleurs de que les coquilles ne me sautent au visage, on n'est pas trop trouvé, heureusement. Euh, il y a une impression d'étrangeté, parce que c'est quand même son français qu'on a mis, mais on est tellement obligé de comment dire, de calquer cette prose complètement sinueuse. Alors tout en, on pourrait dire, là c'est le mot épectase hein, qu'on emploie de manière un peu coquine dans le vocabulaire papal, hein, enfin religieux. Mais oui, c'est une sorte d'extension complète à la fois de la pensée. C'est comme quand on écoute une symphonie de Mozart, hein, enfin un concerto plutôt, ça ouvre l'espace, ça ouvre la pensée, euh, ça augmente les sensations, quoi, d'une certaine manière. Et c'est alors, on est obligé un petit peu de couper parce qu'aucun Français n'écrit comme ça, de cette manière. Hein, parce que des fois, une phrase doit être coupée en trois à peu près. Mais on ne le fait pas souvent, et puis souvent on aime se prendre justement dans ce côté à la fois sinueux, très, très complexe, parce qu'il a une pensée extrêmement complexe et dialectique, quoi, en fait, tout simplement. C'est vrai que même la fin, par exemple, on voulait se demander quelle signification lui donner sur la comparaison entre Machiavel et Guichard. Hein. Oui. Mais là, peut-être qu'on rentre un petit peu trop dans les détails. Bah, C'est quelqu'un qui déteste asséner en fait une vérité. Par exemple, un modèle du genre, je vous conseille, c'est pas nos éditions, c'est son César. Oui. On a par exemple, on a toutes les versions possibles sur la manière d'interpréter César. Autant par exemple Parenti, pas lui presque prolétarien sur César, en fait, de défendre en fait les populares, hein, contre les sénateurs. C'est très intéressant aussi de remettre en valeur ça, parce qu'en fait tout, du De Viris jusqu'à tous nos manuels modernes, on a toujours défendu un point de vue cicéronien, donc c'est intéressant de retourner un petit peu la chose. Mais Luciano Canfora va s'attacher à donner vraiment toutes les versions possibles en fait d'un texte. Bah, je crois que c'est le point de vue justement du philologue qui est de tirer en fait toutes les potentialités d'un texte et de tout type d'interprétation en fait à partir de puisqu'elles sont ouvertes. Hein. Mais c'est comme d'ailleurs refilant la métaphore musicale. Par exemple, quand on a une partition de Bach, il y a très peu de notation par rapport à Debussy, si on compare. Donc c'est libre en fait, d'une certaine manière. On peut jouer staccato, legato, vous avez différentes manières de faire, et là ça s'ouvre, les possibilités s'ouvrent. C'est la même chose en fait avec un texte antique, parce qu'il faut justement, c'est pour ça qu'il appelle ça la plus subversive des disciplines, l'indépendance de pensée et le droit de la vérité, c'est parce que avant même toute discussion philosophique, il y a d'abord la discussion philologique. On sait qu'à la racine du discours philosophique, il y a le qu'appelles-tu. Mais avant, il y a justement ce qu'appelles-tu forcément a été pensé dans une langue, à un état de langue à un certain moment, et donc il doit signifier quelque chose et rendre cette signification et finalement le travail premier. Donc pouvoir faire cette étude critique des textes, et on va en revenir drôle d'introduction finalement, parce que là on va en revenir peut-être au sens de cet ouvrage, c'est-à-dire cette philologie qui est l'étude critique des textes et notamment in primis des textes religieux, a une histoire extrêmement douloureuse, convulsive presque en fait, hein, puisqu'elle n'est formellement autorisée que depuis 1943. On l'apprend dans le monde catholique. Dans le monde catholique, oui, c'est ça exactement. Dans le monde catholique, bien sûr. Oui, alors je rebondirais en disant que la philologie peut être comparée à l'art de restaurer des ouvrages antiques, des statues ou des tableaux. Donc il consiste en une expertise sur des textes dont nous n'avons pas l'original, hein. On n'a pas les manuscrits de Platon. On a, quand ça va bien, des papyrus qui datent 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ ou des premiers siècles de l'ère chrétienne. On a des manuscrits très rarement avant le 9e siècle. En règle générale, les plus anciens datent du 9e, 10e siècle. Et puis, ils deviennent beaucoup plus fréquents au 14e, 15e siècle. Donc, on est très très loin
de la biographie de Platon ou de... Alors la question surgit quand on va chez le libraire et qu'on prend un texte, je citais Platon, mais enfin n'importe quel auteur ancien, qu'est-ce qu'on lit? D'abord on lit une traduction. La traduction, elle a été tirée d'une édition moderne d'un texte grec ou latin. Et comment on a fait cette édition moderne? Eh bien à partir des manuscrits, des papyrus. Bon, je vais citer Lucrèce. Lucrèce, il ne survit que dans très très peu de manuscrits, parce que forcément épicurien, voilà, mal famé comme on l'a vu dès l'Antiquité, à l'époque chrétienne, il n'allait pas être copié en des centaines d'exemplaires, comme c'est le cas des textes évangéliques par exemple. Donc, ces manuscrits, on les appelle, avec une belle métaphore hydrique, les sources. Donc on boit aux sources pour retrouver un état du texte le plus possible proche de l'époque de l'auteur. Je ne dis pas d'original parce que c'est encore un autre problème. Hein, mais disons que cette longue histoire du texte, qu'on appelle la tradition, avec un latinisme, ou la transmission des textes. Voilà. Et donc, il y a des spécialistes qui s'occupent de restaurer les textes, qu'on appelle les philologues. Voilà. Et ils appliquent des techniques très précises, ils recherchent beaucoup de manuscrits. On en a beaucoup moins que dans d'autres traditions. Les mondes indiens, chinois, arabes ont beaucoup plus de manuscrits traditionnels. Hein. Pour l'Antiquité gréco-romaine, on n'en a pas tant que ça. Voilà, on n'en a pas tant que ça. Ce qui, d'un côté, paradoxalement, facilite le travail, puisqu'il y a moins de manuscrits à contrôler. J'ajoute aussi que l'expertise des philologues permet aussi de dire qu'un texte est un faux. Alors parfois avec sa suite de polémiques. Alors Confora n'en parle pas dans le livre, mais après je vais en venir au thème. Mais un des épisodes les plus célèbres, c'est celui de Laurent Valla, qui à une époque de sa vie où il était au service du roi de Naples, en bisbille avec les états du pape, démontre par des preuves philologiques que le document qu'on appelle la donation de Constantin, c'était un faux. Alors, sur ce document, l'État ecclésiastique romain fondait sa puissance temporelle. Parce que, d'après ce document, c'était l'empereur Constantin le Grand qui avait donné des terres, des fiefs, à l'évêque de Rome. Donc, quand Laurent Valla, en plein XVe siècle, démonte ça et il explique que le latin de ce document pouvait être un latin du 7e, 8e siècle, mais absolument pas de l'époque de Constantin, etc. Enfin, je ne vais pas refaire toute la démonstration. Ça fait l'effet d'une bombe quand même. Hein, ça démonte la raison d'être d'un État entier. Voilà. Donc ça, c'est un exemple gigantesque pour introduire justement le thème de la philologie et de la liberté. C'est-à-dire que pour oser démontrer le caractère faux d'un texte important, ou remettre en discussion le détail, les mots qui sont contenus dans un texte, il faut parfois beaucoup de courage, et parfois on paye un prix très fort. Y compris pour dévoiler des textes, comme tu l'as montré dans le livre sur Snowden et sur surtout Assange. Voilà. Donc, tout historien sait très bien que tout tourne autour d'un texte. Hein. Annie Lacquarise insiste souvent sur le travail d'archives, parce que l'historien, le bon historien travaille sur des sources, il ne travaille pas de seconde main ou de troisième main. Le bon historien, encore une fois. Il y en a plus beaucoup. Et il n'y en a plus beaucoup. Et une des phrases que j'ai entendues du maître de Confora, c'est que la philologie et l'histoire, finalement, sont la même chose. Est-ce qu'on peut séparer la philologie de l'histoire? C'est-à-dire qu'un historien qui travaille sur des documents, peut-il ne pas se poser la question du texte?
comment il est arrivé jusqu'à nous, est-ce qu'il est authentique, est-ce que ce que je lis est exactement le texte qui a été écrit par l'auteur, ou est-ce qu'il y a eu des manipulations? Donc si on ne se pose pas cette question-là, on ne travaille pas sur des bases solides. Voilà. Donc ça c'est en général, en grande synthèse, le travail du philologue, qui demande beaucoup de technicité, bien évidemment, mais aussi beaucoup de connaissances, puisque non seulement il faut connaître bien l'époque où le texte a été écrit, bon, pour la philologie classique, les différents siècles de l'Antiquité, mais il faut aussi comprendre pourquoi il est passé à travers les siècles. Pourquoi, par exemple, tel moine au Moyen-Âge a recopié Lucrèce? Est-ce qu'il comprenait ce qu'il copiait? Et s'il le comprenait, qu'est-ce qui l'intéressait là-dedans, dans un monde totalement religieux, théocratique, si je puis dire, etc. Donc, l'histoire de la transmission, c'est aussi l'histoire de la culture. C'est l'histoire de tous ceux qui, à différents siècles, ont lu des textes qui appartenaient à une autre époque, à un autre monde de valeurs, à une autre théologie, et qui qui sont penchés. Alors, pour simplifier et pour introduire donc le thème, je dirais que dans l'histoire de la philologie, il y a deux grands moteurs, qui sont deux énormes textes qui ont servi à l'éducation populaire. Dans l'Antiquité, c'était le texte des poèmes homériques, qui a été la pierre de touche vis-à-vis de laquelle la philologie antique, alexandrine, s'est constituée. Donc après la fin de l'indépendance des cités grecques, à l'époque du monde alexandrin, on a traité les poèmes homériques, mais aussi les tragédies, les comédies grecques, etc., comme un trésor commun de ceux qui parlaient le grec. Et notamment Homère a fait l'objet de tous les soins, puisque la langue était archaïque, il y avait plusieurs versions différentes, souvent locales, d'une cité à l'autre avec des variations. Donc les savants alexandrins, et aussi les savants de Pergame, enfin d'autres d'Antioche et d'autres villes de l'Antiquité hellénistique, se sont penchés sur ce texte, et c'est grâce à ce travail d'une grande finesse, d'une grande sagacité, que toute la philologie antique, c'est-à-dire l'art de soigner, de conserver, de restaurer les textes dans l'Antiquité même, s'est développé. Alors, dans le monde moderne, le grand texte d'éducation collective populaire, c'est le texte évangélique. Voilà. Et voilà, on est au cœur de ce petit livre. Mais c'est un problème immense, parce que le texte des évangiles a peut-être existé dans des langues sémitiques, mais nous le connaissons dans la version grecque. Il y a eu très tôt des traductions, en syriaque, en copte, en géorgien, en arménien, en arabe, à travers le syriaque. Mais dans le monde latin, après des débuts un peu plus libres, il y a notamment Beda le Vénérable qui a traduit toute la Bible, Ulfila qui a traduit toute la Bible en gothique. Très tôt, avec Charlemagne, on s'est figé sur le texte latin traduit par Jérôme de Stridon, mieux connu comme Saint Jérôme. Et c'est ce texte-là qui, par la suite, a occulté sa source grecque, les évangiles en grec, surtout après le schisme où l'Église latine romaine, à l'occasion des croisades, s'est détachée de la communion avec les églises de matrice grecque, qui étaient, disons, plus d'origine apostolique, etc. Donc ce texte a été érigé en texte sacré, alors que c'est une traduction. Voilà. Et toute la difficulté à l'époque des humanistes et à l'époque moderne, c'était de mettre en discussion ce texte, tout simplement, parce que c'était le texte sacré, qui passait pour être sacré. Et une première, donc comme fera le rappel, avant de continuer, je vais quand même dire une chose, parce que par rapport à cette écriture captivante, je vous raconte un peu cette histoire d'une manière linéaire.
alors que la fascination qu'on a quand on lit Conforah, c'est que c'est en raccourci. Quand je dis raccourci, j'entends pas au sens philosophique logique, mais le raccourci, c'est quand on voit une main comme ça. Vous comprenez que c'est une main, mais vous voyez que la pointe des doigts. Hein, vous voyez, le raccourci, c'est le scorcio en peinture italienne. C'est quand on voit quelque chose qui a une forme plutôt allongée, on la voit en raccourci. Et tout l'art de Conforah, c'est de raconter à partir d'une histoire bien précise, de faire voir en raccourci l'ensemble des enjeux et la portée du problème plus général. Voilà pourquoi le titre est un titre général, Philologie et liberté, mais l'occasion de départ, ce sont disons les oukases, on peut dire, des papes sur la possibilité pour les catholiques de critiquer le texte sacré. Alors évidemment, critiquer le texte sacré, on ne peut pas. Quelque chose de sacré, on ne peut pas la critiquer. Donc du coup, tout le problème est là. Alors disons qu'à l'époque des humanistes italiens et de la Réforme, on a critiqué la Vulgate, le texte latin de la Bible et de l'Évangile de Jérôme, au nom du texte grec qu'on avait retrouvé, on va dire. Hein. On s'était remis à étudier le grec en Occident. Et évidemment, ceux qui savaient lire le grec, ils comparaient les deux textes et ils voyaient qu'il y avait quand même un certain nombre de divergences, une partie desquelles pouvait sembler des erreurs de traduction. Et donc, la critique est très simple. C'est Laurent Vallat d'ailleurs, entre autres, qui s'y met. Puisqu'on a la source, le texte grec, on peut améliorer le latin. Sauf que déjà à cette époque-là, ça passait très mal. Voilà. Ensuite, le texte grec a été privilégié par les réformés, mais comme on l'apprend donc en lisant le livre de Conforah, dans une version certes qui était passée par les soins d'Erasme de Rotterdam, etc., mais qui n'était pas fondée sur les meilleurs manuscrits, parce qu'à l'époque on n'avait pas encore développé cette science de comparer les manuscrits pour voir lesquels étaient les plus proches. Et donc aussi dans le monde protestant, pendant longtemps, on a interdit pratiquement, ou très mal reçu, toute action de critique du texte grec de l'Évangile. Hein, puisque comme le message chrétien chez les protestants est intimement lié à la parole, au ministère de la parole et à la prédication, aller remettre en discussion les fondements de cette parole alors qu'on avait cru trouver l'édition grecque qui était la bonne, ça passait très mal. Mais comme le dit un grand philologue italien que Conforah cite et dont il fait l'éloge, qui est Giorgio Pasquali, dont un chef-d'œuvre philologique que tous les philologues italiens révèrent, il dit que ces protestants qui ont les premiers commencé à reconstituer l'histoire du texte grec des évangiles, parfois au péril de leur, peut-être pas de leur vie, mais enfin en tout cas de leur existence courante, eh bien ils l'ont fait parce qu'ils étaient animés par un sens de la foi plus élevé. Voilà. Alors ça, effectivement, ça peut être très bien expliqué, puisque les évangiles racontent la vie d'un personnage, si on veut légendaire, le Christ, et ses discours. Mais comme Socrate, le Christ n'a rien écrit. Donc les évangiles, ce sont des comptes rendus, si on veut, des traditions qui ne remontent en aucun cas au personnage de Jésus-Christ, puisqu'il n'a rien écrit. Donc on est, au nom de cette religiosité plus élevée, on est tout à fait fondé, si l'on veut, à critiquer le texte de l'évangile, puisque c'est pas parole d'évangile, comme on dit. C'est-à-dire que ce sont des comptes rendus écrits quelques décennies après la mort supposée de Jésus-Christ par son entourage. Donc voilà. En théorie, ça ne devrait pas être défendu s'occuper de ces textes, en bonne logique, si vous voulez, même d'un point de vue de la foi, si vous voulez. Or, pendant des siècles, ça a été un énorme problème. Et le monde protestant assez rapidement l'a surmonté justement au nom de cette foi plus élevée. Mais
je vais pas non plus... Enfin, c'est vrai que c'est par le monde protestant qu'on a développé une philologie néo-testamentaire, vétérotestamentaire, assez tôt. Tandis que dans le monde catholique, de la contre-réforme, on a tout simplement interdit toute intervention sur le texte. On a dit, voilà, ça c'est la Bible de Saint Jérôme, traduction latine, et malheur à qui il touche. Donc on a... Concile de Trente, quoi. Voilà, bon, il y a pape Sixte Quint qui a interdit formellement d'y changer. Ce qui est drôle, c'est que le pape suivant, il a fait une nouvelle édition avec des changements. Donc, mais bon, comme il était pape, il pouvait. Alors, Canfora s'intéresse un petit peu, enfin, à cette époque, disons, proto-moderne, de la contre-réforme, mais surtout à tout ce qui a préparé le grand revirement donc, du pape donc, en 1943-12, qui était donc de permettre, enfin, en 1943, l'exercice de l'art philologique appliqué donc au texte biblique. Et il montre qu'il y a eu des tentatives côté catholique, notamment ici à Paris, à la fin du XIXe siècle, de créer une école de théologie, disons, théologie fondée sur la philologie, au milieu catholique, et qu'elle a été dispersée par les papes de l'époque. Enfin voilà, donc je ne vais pas entrer trop dans le détail, mais il montre à travers quelle phase alternée on est arrivé de la condamnation carrément à un sarcasme vis-à-vis de l'art critique, et puis finalement une sorte d'acceptation, en sachant que de toute manière, dans le monde, c'est moi qui l'ajoute, dans le monde catholique, ce n'est pas l'étude de la Bible qui est, disons, popularisée auprès des fidèles. Moi, quand je vais en Italie et que je vois les statues de Padre Pio, je ne sais pas si c'est quelqu'un Ouais. Enfin, Il est plus connu chez vous que chez nous. Voilà. Les Français ne connaissent pas Padre Pio. Voilà, mais enfin, dans toutes les villes petites ou moyennes, il y a des sortes de nymphéums, de grottes avec Padre Pio avec sa barbe. C'est quelqu'un, je ne sais pas s'il est mort dans les années 80, il a été canonisé par la suite, avec des trous dans les mains parce qu'il avait les stigmates, en plein XXe siècle, hein, et qui fait l'objet d'une dévotion populaire incroyable. Donc ça, voilà, le catholicisme, c'est aussi ça au niveau populaire. Ils ne vont pas dire aux gens de lire la Bible ni en latin ni en grec. Hein. Donc, ce que je veux dire, c'est que si en 1943, on permet à des franges, des élites plutôt catholiques très cultivées, etc., de lire la Bible de façon critique, en sachant que certaines phrases ne se présentent pas de la même manière selon les traductions et les manuscrits, c'était un danger vraiment très très limité, parce que ce n'était pas les masses. Hein. Voilà, l'analphabétisme dans les pays catholiques est justement exponentiel. C'est des propos de philologues de peu de foi. Ça. Ah ben totalement, absolument, ça c'est vrai. Je l'admets. C'est vrai qu'on se perd en conjecture sur la date 1943 parce que c'est fin septembre, 30 septembre 1943. Alors entre-temps, les Américains ont débarqué dans le sud de l'Italie et les Allemands ont occupé les 2/3 de l'Italie. Et c'est ce moment que choisit Pacelli pour lancer son encyclique, mais aussi parce qu'il pense, toujours le temps long, parce qu'ils ont quand même un temps d'avance de ce point de vue-là, hein, ils pensent aux 50 ans de la Providentissimus Deus, c'est-à-dire l'encyclique précédente, oui. l'encyclique qui flétrissait justement avec beaucoup de sarcasme. Oui. Voilà, c'est Oui. moderniste, Voilà. de Léon XIII, l'encyclique de Léon XIII. Donc en fait, c'était une manière de s'inscrire, il l'explique très bien, dans le continuisme du Vatican, la pensée, Oui, alors qu'il dit exactement le contraire. oui, Alors qu'il voilà, défend la thèse inverse. Rien que le titre, déjà, Voilà. le titre, ça veut dire inspiré par l'esprit divin. On commence par Sabbatif absolu, qui, toutes les encycliques mettent en exergue, en fait, la chose la plus comme Rerum Novarum, hein, pour de Léon XIII. Et toujours, donc c'est-à-dire que c'est une concession qui est faite avec et dans une période extrêmement troublée, quoi. C'est fascinant. Alors, en tout cas, par rapport à cette contradiction, c'est à peu près comme si on faisait la commémoration de la Révolution française en faisant l'éloge de la monarchie. C'est-à-dire que
il profite Ce qu'a fait Tocqueville, hein, dans l'Ancien Régime et la Révolution. Oui, certes, ouais. certes, mais bon, là... Beaucoup l'ont fait, oui. Oui, certes, c'est vrai que c'est... Mais disons que, voilà, à l'occasion d'un anniversaire important, il défend la thèse opposée. Voilà, opposée, tout en ayant l'air de ne pas s'y opposer. C'est-à-dire, voilà... Or, justement, Canfora applique sa sagacité philologique à démasquer ces va-et-vient, ces changements d'avis, et de voir tout ce qui était autour, tout ce qui a pu les motiver, etc. Et puis, bien sûr, il se penche aussi sur le malheureux sort de ces théologiens de l'école de Paris qui sont dispersés, quoi, que l'on discrédite, etc. Après avoir mis à l'index des tas d'œuvres qui justement défendaient la philologie, y compris pour les textes religieux. Alors après, on pourrait ajouter un autre élément qui remonte aussi à Pasquale, mais Canfora a tout à fait raison de le faire ressortir, c'est que le fait de créer ces cénacles d'élus qui seuls peuvent lire critiquement les textes bibliques a en réalité créé une division dans les études anciennes entre ceux qui s'occupent du monde païen, et donc les poètes, etc., et ceux qui s'occupent du monde chrétien ou du monde du judaïsme, etc. Donc il y a vraiment une séparation. Et Canfora montre, donc, en suivant l'opinion très juste de Pasquale, que cette division a été extrêmement nuisible, puisque pour les textes païens, on a très peu de témoins manuscrits, alors que pour les textes chrétiens et plus largement judéo-chrétiens, on en a beaucoup plus, du fait du triomphe du christianisme à la fin de l'Antiquité. Donc, le fait qu'on ait beaucoup plus de témoins demande, et là je retrouve ce que je disais tout à l'heure, une exigence philologique beaucoup plus forte. Donc les philologues qui sont occupés du texte des évangiles notamment ont dû développer des théories, des méthodes de travail beaucoup plus fines, puisque au lieu de 20 manuscrits importants, il y en a 200. Et donc ils ont eu recours par exemple à des théories géographiques. Saint Jérôme lui-même. Voilà, Saint Jérôme lui-même, il en avait parlé. Il y a une tradition du texte du Nouveau Testament d'Alexandrie, une autre d'Antioche, etc. Donc il a fallu forger des instruments critiques, des outils qui sont des conquêtes intellectuelles. Or, le fait que la plupart des philologues classiques s'occupent de l'époque classique et pas de l'époque chrétienne, ça les prive de tous ces instruments extrêmement raffinés. Et c'est pour cette raison que je disais que si l'art philologique antique a forgé ses armes autour du texte d'Homère, l'art philologique moderne a forgé ses armes les plus pointues en étudiant la transmission du texte biblique. Parce que du fait de ces très nombreux témoins, posait de problèmes beaucoup plus complexes pour arriver à un état des textes proche de l'époque où ils ont été conçus. Voilà, donc c'est le paradoxe de la méthode de Karl Lachmann. Enfin, il explique bien. C'est qu'il y a deux Lachmann. Lachmann, c'est celui qui fait le Stemma Codico. Enfin, je te laisse peut-être. Oui, non, mais l'expliquer. Et on est au début du 19e. Hein, et à la fois, il montre bien que ce que ses disciples ont retenu, c'est plutôt l'édition de son Lucrèce, qui posait des problèmes beaucoup nettement moindres par rapport à son édition de textes religieux, où là, il a développé en fait toute sa force. Et en fait, on a retenu deux manières même d'aborder les textes. C'est un peu contradictoire. Disons qu'à l'époque de Lachmann, un même savant pouvait s'occuper à la fois des évangiles et de Lucrèce, et que par la suite, on a créé cette sorte de double voie qui a finalement appauvri... C'est vrai qu'il pouvait le faire sous l'œil de Grégoire XVI, hein, qui était pire encore que Pie IX, dont on a d'ailleurs on a recueilli quelques textes, là, des encycliques. Tout à fait, presque une moitié du livre. Peut-être pour faire, ce qui est quand même assez drôle, hein, quand on reparcourt en fait toute cette histoire, c'est que non seulement il y a les interdictions tridentines, hein, du Concile de Trente, et elles sont renforcées à l'époque de l'infaillibilité pontificale. On est à un Concile Vatican I,
où là, Dieu est auteur du texte, est déclaré auteur du texte. Ça renforce encore plus l'interdiction. Et donc la Providentissimus Deus de Léon XIII, suivait de 2 ans la Rerum Novarum, qui était, malgré sa condamnation des socialistes et autres communistes, qui était quand même où était formulée la doctrine sociale de l'Église. Il y avait une forme de concession. Mais justement, il renforçait cette critique des textes. Il y a une autre encyclique terrible, en fait, contre Loisy et ces modernistes-là, qui est celle de 1907, qui est la Pascendi, de Pie X. Et c'est ça qui prévalait, cette condamnation. Il distingue bien Léon XIII, disons, s'adressant de manière un petit peu paternaliste, en pseudo-connaisseur des textes aux philologues de l'époque, de celle de Pie X qui lui formule une fin de non-recevoir complète à cette époque, en fait, de tous les disciples de Renan, dont Loisy était, parce que Renan, c'était un succès de librairie, La vie de Jésus, en 1863, qui avait marqué en fait l'époque, et c'était en France qu'il y avait cette... C'est un livre fabuleux, oui, en matière de philologie, on a sans doute... voilà, je perds mon fil, mais... mais en fait, non, c'est le fil est celui-là, c'est-à-dire, le problème principal, c'est que si on s'occupe du texte de Sophocle, il n'y a pas de problème, en gros, tout va bien, mais il y a des textes qu'il ne faut pas toucher, quoi. Voilà, ça c'est le point. Mais, justement, à travers cette problématique polémique, Canfora tire un peu le fil de toute cette tradition d'études et il en montre des moments cruciaux. Par exemple, il y a un chapitre consacré au patriarche Photios de Constantinople, qui est un des hommes les plus savants du Moyen-Âge, ayant vécu au IXe siècle, et des mésaventures que lui a valu le fait d'avoir été en opposition avec les évêques de Rome à cette époque-là, ensuite en disgrâce 2 fois dans sa longue vie, accusé de magie, de choses, enfin de pratiques bizarres par des gens qui ne comprenaient pas les livres qu'il lisait. D'où le danger d'être entouré d'ignorants, parce que du coup, si on fait des recherches scientifiques ou savantes un peu particulières, on est tout de suite soupçonné de choses maléfiques, si on veut. Donc voilà, à travers le fil conducteur disons, du risque qu'on a comment dirais-je, à exercer la philologie, Canfora arrive à parler de plusieurs choses, et notamment dans ce chapitre final sur Machiavel, l'épilogue, qu'il oppose à Guichardin, l'autre grand penseur politique de la Renaissance italienne. Il attaque peut-être au problème de fond, c'est-à-dire pourquoi étudie-t-on avec autant de passion les textes antiques. Dans les textes antiques, je mets aussi les évangiles, parce que ce sont des témoignages de la vie dans l'Antiquité. Et justement, il cite une lettre très connue de Machiavel, mais qui gagne à être connue. Machiavel exilé, qui mène une vie un peu de déréliction, mais qui réagit le soir, une fois qu'il est rentré de ses occupations plus triviales. Il s'enferme dans sa chambre, il se met une sorte de toge à l'antique, et il dialogue avec Tite-Live, avec les grands historiens, les poètes, les auteurs antiques. Donc, au sujet des républiques. Au sujet des républiques, c'est le thème qu'il occupait. Donc il se console quelque part en entrant dans une sorte de délire, non ? En s'imaginant discuter avec les grands auteurs anciens, poser des questions, entendre les réponses, etc. Évidemment, question-réponse, c'est le fruit de ses lectures, bien évidemment. Alors, après nous avoir émus avec cette vision, cette évocation de Machiavel en exil, donc dans sa maison de campagne, etc., Canfora nous montre aussi les limites de cette attitude, qui est l'attitude de aimer tellement les anciens que l'on finit par s'identifier à eux, par oublier la distance historique, les siècles qui nous séparent de cette antiquité, et donc faire comme si tous ces siècles n'existaient pas. Et donc l'antidote, c'est le contemporain un peu plus jeune que Machiavel, donc c'est le Guichardin,
qui lui était un peu plus froid, disons, et qui disait, mais bon, on étudie les anciens, mais on n'a pas la connaissance précise. On ne sait pas comment étaient faites les villes, quelle taille avait la population, enfin voilà. En réalité, on a des textes qui nous transmettent des questions politiques, des histoires, des vicissitudes, des émotions, des appréciations, des sentiments, mais on n'a pas la photo, quelque part, voilà. Donc, voilà, c'est intéressant dans cet épilogue, donc Confora met face à face deux attitudes, les deux intéressantes et fécondes en fait sur l'Antiquité. La première qui s'enthousiasme et qui tire la substantifique moelle de ces trésors que la transmission des textes nous permet de lire encore aujourd'hui, et l'autre qui dit oui, mais qui met en garde contre une trop grande identification. Alors justement, à propos de l'identification, je pense à celle que Napoléon Ier, mais aussi Napoléon III, avait pour Jules César. Le bonapartisme est un césarisme, c'est-à-dire si à gauche on s'intéresse beaucoup à Jules César et pour Alexandre d'ailleurs. Oui, tout à fait, d'un point de vue militaire. Mais ce qui est intéressant dans le césarisme et dans le bonapartisme, c'est ce croisement de destinée personnelle militaire et de volonté de se raccrocher au peuple, non, par les plébiscites de Napoléon III, etc. Donc c'est ce que Marx analyse en fait. En réalité, Gramsci, oui. Voilà, oui, mais disons que celui qui a... Oui, c'est vrai, t'as raison, je pense que si à gauche on étudie autant le problème de Jules César, c'est bien parce qu'il y a eu le bonapartisme dont Marx a fait la critique acerbe. Donc, ce bonapartisme naît d'une idée... Poutine qui fascine beaucoup la gauche, parce qu'on a du mal à l'identifier d'ailleurs. Et justement, le problème de l'identification est ça, c'est-à-dire Napoléon Ier lui-même s'est beaucoup occupé de César, Napoléon III aussi, ils ont étudié de près. Et donc, quelque part, dans l'histoire politique de leur vie, il y a une identification avec Jules César, ou avec l'image, l'idée qui s'était faite de Jules César, d'après les textes que nous avons, d'après les témoignages. Et ce qui est drôle, parce que ça, je vais juste intervenir, parce que ça illustre complètement sa façon d'écrire. Parce que justement, après nous avoir réfuté Machiavel par Guy Chardin, il termine quand même sur le songe de Machiavel qui a été rapporté par Paolo Giovio. Et comme Machiavel... parce que là c'est superbe, et on lui dit bon bah tu peux rejoindre le royaume des cieux, ils sont tous là et ils t'attendent, et de l'autre côté il y en a d'autres. Alors là leur doctrine est inimica est Dei, est hostile à Dieu, et Machiavel leur dit je préfère rester en enfer avec ceux-là, c'est-à-dire ceux qui continuent à parler des républiques. Voilà, et ça se termine quand même là-dessus. Voilà. D'ailleurs c'est Goethe qui disait qu'il préférait aller en enfer parce qu'il avait tous ses amis. Donc voilà, mais justement là on revient à Machiavel, on revient au vrai film. En réalité, c'est pas... Tout est sujet, c'est presque un poème en prose en fait, à chaque fois. Il y a ces courts chapitres, c'est un bonheur dans la manière, même dans ces ce que tu disais sur le Scorcho, c'est une manière totalement métonymique d'aborder le sujet, et en même temps c'est tout un monde que tu tires le fil et t'as tout un monde qui arrive, tellement de... Bon, c'est vraiment une merveille. Oui, c'est vrai qu'il y a un grand plaisir à lire le livre de Luciano Confora, parce que il sait raconter, quoi. C'est une sorte de don de l'affabulation érudite. Et il termine aussi le chapitre sur un point où on a envie de lire la suite. Exactement. Et sur des thèmes qui a priori ne sont pas du tout racoleurs, donc, mais on se trouve à le suivre dans son raisonnement. Parce qu'il rend les choses, il montre l'intérêt profond de ces thèmes qui peuvent sembler vraiment très très recherchés, très érudits. Oui, en même temps c'est l'essentiel, c'est la plus subversive des disciplines, c'est ça qu'il faut d'abord passer par là, parce que ce qu'on voulait dire les textes, et même notre rapport et notre distance, et à la fois combler cette distance et puis la constater. Ben alors, je me rattache à ce que tu disais tout à l'heure sur la nécessité, enfin le désir d'étudier le monde antique et cette idée de subversion. C'est que, voilà, comme la philologie est subversive par rapport à des pouvoirs établis, l'étude approfondie du monde antique, ça sert à imaginer une vie future, en fait.
Je rappelle que l'utopie a été écrite par Thomas More. D'ailleurs, ce n'est pas une vie future, c'est une vie ailleurs, qui est un grand savant, un grand humaniste. Donc, les humanistes, les philologues dont je m'occupe, n'avaient pas la tête tournée vers le passé uniquement. Ils regardaient le passé pour refonder cette Europe post-féodale qu'ils avaient reçue en héritage. Et pourquoi ça? Parce que l'Antiquité, à travers ces époques, construit une société extrêmement complexe. D'une complexité que l'Europe occidentale n'a atteint à nouveau que vers la fin du XVIIIe siècle. Si on regarde à Pompéi, par exemple, le niveau d'hygiène, de canalisation dans les maisons, etc., d'égouts, enfin tout ce qui est l'urbanisme, hein, voilà, c'est un niveau qu'on n'a pas retrouvé pendant des siècles et des siècles. Voilà, donc ça c'est un petit exemple, hein, mais c'est pour dire que dans l'Antiquité il y a, il y a des instruments financiers, par exemple. Dans le droit romain, on retrouve tout un, voilà, des prêts-intérêts, des choses extrêmement raffinées. Donc les gens qui ont étudié non seulement les grands poètes, mais aussi des textes un peu plus techniques, scientifiques, se sont rendus compte de l'incroyable complexité intellectuelle et sociale qu'on avait atteint dans l'Antiquité, disons, d'époque romaine, c'est-à-dire époque hellénistique et romaine. Évidemment, on a aussi la séduction des époques plus archaïques, plus locales. Le monde d'Athènes est un monde qui rayonne autour de la mer Égée, un peu plus loin, mais c'est pas le monde qu'ouvrira Alexandre le Grand ou le monde des empereurs romains, si vous voulez. Le monde d'Homère est encore un monde archaïque, etc. Donc, cette partie-là, elle est fascinante, mais les humanistes ont été fascinés par les époques les plus complexes, parce que ça fournissait des modèles. Justement, quand Machiavel dit « je parle avec les anciens des républiques », c'est parce qu'ils vivaient dans un monde de duchés, de monarchies, ou des républiques médiévales, comme celle de Florence, qui n'existait plus, de Venise. Et il souhaitait revenir aux suggestions qui lui venaient des historiens anciens quant aux formes politiques. Parce qu'elles étaient décrites d'une manière beaucoup plus nette, et ils offraient des schémas à la fois simples et dynamiques, complexes, avec une pensée approfondie de l'évolution ou de la dégénération d'un régime politique vers un autre. Hein. Donc tout ça c'est une pierre de touche, en fait, pour nous relationner, nous rapporter au monde que nous avons devant nous. Et ça nous permet de nous déporter, c'est-à-dire d'avoir un regard autre sur une autre époque, une autre réalité tout aussi complexe, pour imaginer des solutions aux problèmes d'aujourd'hui, pour imaginer donc l'avenir. Et c'est en cela que la philologie et l'étude de l'Antiquité classique pour l'histoire européenne a servi justement au progrès, voire à la subversion, à la révolution. Les révolutionnaires avaient le mythe de Sparte, par exemple, etc. Enfin bon, je ne vais pas multiplier les exemples. J'ajoute aussi une chose, c'est que ce n'est pas dans le livre, mais j'aime bien insister là-dessus, c'est que une partie de l'identification, notamment en Italie par exemple, ça vient du fait que quand on parle de Rome, Rome c'est aussi la capitale de l'Italie moderne. On parle de la Sicile grecque ou phénicienne, c'est la Sicile. C'est-à-dire qu'il y a une superposition. Mais le monde antique, disons méditerranéen, peut être étudié par n'importe quel autre peuple, non seulement d'Europe. À l'université Paris 2, on a accueilli un monsieur qui est professeur de droit à l'université de Shanghai, un collègue d'ailleurs qui parle très bien italien parce qu'il a vécu assez longtemps en jeunesse en Italie, et donc qui enseigne le droit romain dans une des universités de Shanghai, et d'autres matières aussi, et il essaie aussi de faire des cours de latin pour justement... Voilà. Alors le droit romain est étudié sur des traductions en chinois, auquel lui-même avait participé pendant son séjour en Italie,
Et donc il est venu à l'université nous tenir une conférence sur l'étude du droit romain donc dans la Chine d'aujourd'hui, comment ça s'est formé, etc. Je ne vais pas vous refaire la conférence, mais il a dit une chose très importante, il a dit le patrimoine de l'Antiquité, c'est un patrimoine de l'humanité. C'est pas parce que l'Antiquité classique méditerranéenne a eu lieu en partie en Europe, en partie en Afrique et en partie en Asie mineure, que d'autres peuples ne peuvent pas en tirer la substantifique moelle. Donc il a dit voilà, pour nous, il n'y a aucun problème, nous étudions la partie qui nous intéresse du droit romain, notamment aussi pour construire une forme de droit privé voilà, utile dans la Chine actuelle. Donc ça me semble important parce que on confond la philologie classique avec une sorte d'héritage européen qui doit magnifier l'identité européenne. Non. Déjà, l'Antiquité, elle est plus africaine et proche orientale qu'européenne. Et puis, voilà, c'est un patrimoine de textes que tout un chacun peut étudier. Beaucoup ont tendance à oublier que l'Égypte est en Afrique. Oui, mais... Non, mais tu rigoles, mais je te jure, c'est Hippone, Augustin d'Hippone... Oui, sans parler même de Saint-Augustin. Déjà, l'Égypte antique, la plupart du temps, les gens, dans la perception la plus courante, ne l'associent pas à l'Afrique. C'est assez étonnant comme phénomène. Oui, ça c'est... l'Orient, du coup, c'est quelque chose voilà, d'oriental. c'est plutôt associé au Moyen-Orient. Écoutez, en tout cas, dans la salle W de la Bibliothèque nationale, où il y a le corpus des auteurs grecs et romains, cette salle s'appelle Histoire de l'art et langues orientales. Donc le latin est rangé parmi les langues orientales, sûrement parce que Rome est à l'est de Paris, j'imagine. Enfin voilà. Donc le latin et le grec sont à côté de... Il y avait une question que je voulais te poser à propos de... J'en ai deux, mais la première c'est... avec comment dirais-je, Machiavel, on est déjà à la Renaissance pratiquement. Oui, totalement. Bientôt, on va avoir, en tout cas en France, la querelle des anciens et des modernes, qui va justement se poser ces questions du rapport à tout ce que tu évoquais, c'est-à-dire l'Antiquité, tout ce qu'elle apporte, le matériel, le matériau, et pour commencer à s'en séparer, supposément, alors qu'à la Renaissance, il s'agit de retrouver tout ce savoir, etc., d'en faire quelque chose, mais en le reprenant tel que. Mais un petit peu après, on évoquait le cas de Nietzsche, supposément philologue. On a une tradition assez différente et qui va s'intéresser quand même beaucoup précisément aux textes philosophiques grecs. Ça va nous donner la doxographie qu'on doit des anciens grecs, enfin de la philosophie grecque des origines, qu'on doit pour l'essentiel à des Allemands. Et qui ça va nous donner toutes sortes de conséquences, jusqu'à Hegel, voire d'autres, qui vont considérer qu'ils sont les vrais héritiers de cette philosophie grecque, en s'appuyant sur un travail y compris philologique. Oui, ça c'est tout à fait ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure, c'est-à-dire que cette étude encyclopédique de l'Antiquité a servi au projet de l'Allemagne moderne, comme il a servi au projet de la France moderne à l'époque de François Ier. C'est-à-dire qu'une nation qui veut se repenser de fond en comble pour poser son comment dirais-je, son existence, son destin si on veut, peut passer par cette étude systématique, encyclopédique, minutieuse de l'Antiquité. Et quand on voit un peu sur quoi peut, disons, porter l'étude précise des textes, ça peut donner des migraines. Hein. Oui. C'est-à-dire que ce sont vraiment, on dit, c'est des fous quoi, qui se mettent à comparer Alors quand on dit travail de bénédictin, oui, mais parce qu'en plus, c'est un travail de bénédictin. Oui, mais, quand on parle de la doxographie
des présocratiques, par exemple, Oui. pour l'essentiel faites par Oui. des philologues allemands. Oui. Je parle même pas de Soviétique. Nietzsche. Bah, Oui, mais allemand aussi. c'était Oui, surtout sont- des Allemands au oui. départ. Hein. Oui. Et, Pour Démocrite, c'est lourd. moi, Oui. moi, ce qui me frappe, C'est- c'est que tu parlais de la rareté, de la difficulté de trouver des manuscrits, mais quand ils commentent Héraclite ou des choses comme ça, ils ont quelques fragments, Ils ont des citations. et ils n'ont qui- pas grand-chose. Hein. Bah non, c'est Aristote qui en parle, Oui. c'est Diogène Laërce. C'est toujours de c'est des deuxième autres- ou troisième main. Bah forcément, oui. Et ils partent de ça, ils construisent toute la doxographie. Alors ça, c'était la première. L'autre aspect de la philologie, en dehors des aspects spécifiquement religieux, ou de textes supposément Bien sacrés. Et l'autre aspect mais pour en revenir justement au texte sacré, moi, une question que je me pose, mais ça c'est vraiment une question, c'est le rapport de l'Église à la philologie, dans toute la période, non seulement augustinienne, mais toute la période patristique, où quand même l'Église chrétienne des débuts passait son temps en débat permanent. Il y a des conciles, il y en avait à peu près tous les 2 mois, où ils débattaient. Alors de quoi parlait-il? Sur quoi s'appuyait-il? Alors, je vais citer Après, un historien d'histoire romaine, donc, qui a écrit un important manuel très étudié en Italie, Sante Mazzarino, qui faisait valoir que Constantin, même avant d'avoir pleinement légalisé le christianisme, avait accordé des privilèges, des immunités fiscales aux chrétiens. Donc au tout début, il y a un rescrit portant sur une église d'Afrique, si je ne me trompe pas. En gros, en disant, voilà, vous êtes immunisés, est immunisée l'église universelle. Tandis que les hérétiques et les schismatiques, eux, non, ils ne sont pas immunisés. Alors vous comprenez qu'il a créé un mécanisme infernal, parce que du coup, c'est le carburant pour les querelles théologiques, parce que si je démontre que ce que tu penses est hérétique, et moi je suis dans l'église universelle, universelle en grec on dit catholique. Hein. Oui, il faut préciser aux gens, catholique c'est voilà. universel. Du coup, moi je suis immunisé, et toi non. Ouais. Et voire, je peux te combattre, puisque on a décidé que j'aime bien interpréter le texte, et pas toi. Donc, une fois qu'on a créé, qu'on lit la bonne interprétation du texte, je simplifie d'une manière un peu violente, mais qu'on lit, on a fait le lien entre la bonne interprétation du texte, l'Église universelle et l'immunité fiscale, évidemment, chacun va dire que ça... Et évidemment, ça va devenir de plus en plus subtil, puisque une fois que la communauté accepte l'idée que, par exemple, que le Christ n'est pas simplement le Messie, loin, Machia, mais qu'il est Dieu carrément, c'est une personne divine. Après, il y a eu l'autre polémique, est-ce qu'il est un Dieu mineur ou est-ce qu'il est comme Dieu le Père? Et du coup, querelle christologique. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, du coup, une fois qu'on a lancé cette machine à interpréter, ben évidemment, du moment que ceux qui sont dans le droit chemin, dans l'orthodoxie, ne paient pas l'impôt et ils sont, disons, chéris par l'empereur, et les autres sont persécutés, ben forcément, ça stimule. Ça stimule. Voilà. Donc, je crois que ça, c'est une bonne explication très matérialiste de cette merveilleuse... voilà. Alors, Je peux ajouter quelque oui, chose? bien sûr. La question de l'interprétation du texte biblique est un problème très très récent. C'est-à-dire que pendant toujours actuellement dans le catholicisme et depuis les origines, il y a un continuum entre le texte biblique, la tradition et le magistère. C'est un continuum, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la possibilité de dissocier les trois. Et donc finalement, le texte biblique n'existe que lu dans une tradition qui est authentifiée par le magistère. Et c'est ce qui explique que le texte canonique, non pas demandé forcément sacré, mais canonique pour l'Église catholique, soit la Vulgate, parce que c'est extrêmement intéressant, parce que finalement, ce n'est pas le texte grec, parce que c'est le texte authentifié par le magistère au sein d'une tradition, c'est-à-dire Saint Jérôme du IVe siècle par rapport à... Donc, on peut dire que c'est clairement assumé, en tout cas dans le catholicisme,
cette indissociabilité, qui n'est pas une question d'interprétation des textes premiers, de philologie, qui est une question finalement qui a une unité entre l'écriture, la tradition et le magistère, ça fait tout un. C'est tout à fait authentifié par oui, c'est l'auto-justification, du magistère. Oui. Du moment qu'on s'arroge le magistère, tout va bien. C'est comme être le garant. Oui. Mais par exemple, vous savez, les protestants n'ont pas fait mieux. Oui. Parce que ils disaient que les protestants, ils disaient que on lisait la Bible à la lumière du Saint-Esprit. Alors ça permet, si vous voulez, la lumière du Saint-Esprit, on peut en faire un peu. Les protestants, il y a plusieurs... Oui. Il manque des conflits internes au protestantisme entre oui, tout à fait. On en a parlé. Il y a eu beaucoup de discussions. Oui. Oui, Murtaza, vas-y, pose ta question. 3 questions. 3, bien. La première, sur la philologie d'Antioche, j'aurais aimé savoir plus, que je ne connais pas, à quelle personne vous pensez. La deuxième, c'était la distinction entre un texte latin et un texte grec. Le cœur du problème, c'est juste qu'il y en ait deux, et le simple fait qu'il y ait deux, c'est ça qui pose problème, ou est-ce qu'il y a des contenus importants qui diffèrent et qui ont vraiment soulevé des questions? Le texte latin est tiré du texte grec, c'est surtout ça, c'est une traduction. Non, c'était pas ça ma question. Ah oui, mais justement, alors, quelle est la question? Ma question c'était, est-ce que le problème de revenir au texte grec, c'est le simple fait de poser le fait qu'il y ait deux et donc qu'il y a un problème, ou est-ce que c'est vraiment sur des points précis où il y a des différences significatives? Et ma troisième question, c'était à propos de ce que vous avez dit sur le fait qu'il y ait deux philologies ou deux traditions ou deux écoles, disons c'est bizarre en fait. On peut pas. C'est plutôt dans les universités allemandes, on aurait pu penser que il n'y avait rien qui obligeait à maintenir cette distinction-là, si ce n'est peut-être certaines idées protestantes. Et on aurait plutôt pensé que, au contraire, il y a une certaine tradition catholique qui voit une sorte de continuité entre les auteurs classiques et la tradition proprement biblique, entre guillemets. Et donc, le fait de travailler sur les deux en même temps, a priori, en contexte catholique, c'était plus pensable. Oui, alors je répondrai dans l'ordre. Vas-y. Alors, tout d'abord, pour l'histoire de la philologie antique, bon, c'est très complexe. Il y a des écoles différentes, notamment d'interprétation des textes d'Homère. C'est assez complexe, mais j'aimerais bien vous renvoyer à des manuels qui existent. Et j'y pense parce que je suis en train de terminer avec une collègue la révision d'un très bon manuel de deux savants anglais qui a pour titre, dans la version française, d'Homère à Erasme. En réalité, ça va beaucoup plus loin qu'Erasme, mais l'idée c'était de réunir deux grands noms, Homère et Erasme. Donc d'Homère à Erasme, la transmission des classiques grecs et latins, qui a paru en 1984. Et depuis, il y a eu 4 éditions anglaises. Et nous voulons maintenant rattraper le temps perdu, puisqu'il n'a plus été édité. Traduit. Si, ça a été traduit en 84, la première édition qui date de 68 en Angleterre. Après, on est arrivé à la 4e édition en 2013 anglaise. Il y a eu des éditions dans toutes les langues, notamment la 4e édition italienne date de 2016. Et maintenant, nous voulons faire la 2e édition française, mais qui correspond à la 4e. C'est-à-dire récupérer les... Alors, et ça, c'est un ouvrage qui se lit vraiment très facilement. Celui des deux auteurs qui est toujours vivant a expliqué qu'au début il avait été pensé pour un lycéen. Et c'est vraiment c'est un manuel merveilleux. Donc Reynolds et Wilson, d'Homère à Erasme. Voilà, je ne vais pas entrer plus dans le détail, si vous voulez, sur les différentes écoles de Pergame, Alexandrie, etc. Puis il y a les écoles chrétiennes à Césarée, par exemple. Enfin, c'est assez long, donc je préfère là-dessus. Alors, la deuxième question, c'était sur le texte latin.
de la Vulgate, il y a évidemment des dizaines et des dizaines de différences, plus ou moins grandes, entre le texte latin et le texte grec du Nouveau Testament, hein, je dis bien du Nouveau Testament. Laurent Valla a rempli un livre entier, en comptant donc ses annotations critiques au Nouveau Testament latin. Entre parenthèses, ce qui peut être intéressant, c'est l'Ancien Testament, toujours traduit par Jérôme, qui se trouvait en Palestine et qui connaissait la langue hébraïque, parce que c'est, disons, à une époque qui est entre la traduction des Septante, à Alexandrie, fin 3e siècle avant Jésus-Christ, qui a une certaine vocalisation du texte hébreu, qui n'avait pas de voyelles notées à l'époque, et le texte massorétique qui vient un peu après, et qui vocalise d'une manière parfois différente que la Septante. Donc Jérôme est entre les deux et il témoigne d'une vocalisation de l'hébreu avant la vocalisation des massorètes, donc du texte conservé. Donc à ce titre-là... Juste la question, c'est dans la Septante, c'est les matrices lectionis qui sont de toute façon dans le texte, mais non sans les points. Les points, c'est les massorètes. C'est les massorètes qui viennent... D'accord. C'est qu'on peut il y a certaines en fait voyelles qui sont notées, ne se passe parce qu'elles sont liées en fait au caractère même, mais les points, oui, tous les points sont il y a un ancien système de notation qui consiste à dire quand un mot termine par voyelle, parce que si on note que les consonnes et qu'un mot termine par voyelle, on ajoute un hé, voilà. Et du coup aujourd'hui les gens écrivent Anna ou Torah, c'est H final, c'est juste pour dire il y a une voyelle. Oui, voilà. Ça se prononçait pas. Et puis on utilisait les yods, pour rendre le i ou le e, je simplifie un peu, et le son we, le vav, pour rendre des ou et des o. Donc du coup, le y et le we, je prononce un peu de manière un peu approximative, pouvaient servir pour des voyelles, et le aleph, comme souvent se trouvait en tête de mots, enfin en tête de syllabes, c'est une consonne, mais ça pouvait une consonne très faiblement prononcée. Mais c'était pas des vraies voyelles, c'était des consonnes qui pouvaient faire office de voyelles. Un peu comme dans l'écriture arabe, on a voilà, des phénomènes tout à fait... Enfin, ces deux langues qui sont étroitement apparentées. D'ailleurs, il en parle un petit peu, Canfora, c'est du fait même que Spinoza se prend son coup de couteau au début de sa carrière, et dans un contexte où, justement, lui, il a, dans le traité théologico-politique, il fait une étude, justement, des lacunes de notre connaissance faite du texte biblique, notamment lié au fait que la plupart des voyelles sont ajoutées au 9e siècle, enfin à partir du 9e siècle, ce qui change, enfin en tout cas par rapport à... Ouais. Bon, en tout cas à peu près cette période-là, bon, y compris le fait que Richard Simon fait critiqué par Banage, en fait fait un petit peu le bilan de ce qu'on sait des textes à cette époque, c'est que l'hébreu qu'on connaît a été sans doute interpolé avec des mots araméens ou des mots du contexte de l'époque. C'est que l'hébreu n'est connu que par 40, cet hébreu antique n'est connu que par 40 livres en fait finalement, ce qui est assez peu, pour établir en fait une langue courante. D'après ce que j'ai compris, il y a 2000 apax dans la Bible hébraïque. Voilà, et il montre d'ailleurs à quel point, parce que là on a beaucoup parlé du catholicisme. C'est vrai qu'on on a parlé du christianisme, mais on a aussi la question des histoires de Spinoza qui a effectivement subi les foudres. C'est pour ça qu'on a mis un Rembrandt. Tout à fait. Alors, vous aviez une troisième question, je ne l'ai pas oubliée, sur les deux philologies. Alors, c'est aussi, pour en parler, disons, avec des termes marxiens, de la division du travail. Hein, voilà. Mais le fait est que cette division s'est établie notamment dans le monde... On appellerait une spécialisation. Une spécialisation, sauf qui crée un entre-soi, parce que finalement les experts voilà, des mondes biblistes créent leur propre... voilà. Et ce que dit Pasquali, et que Canfora reprend, c'est que comme les instruments critiques des biblistes, notamment critiques néo-testamentaires, sont beaucoup plus aiguisés, plus subtils, les autres on profite moins, voire pas du tout, parce qu'ils sont justement, voilà, par exemple, pour les philosophes présocratiques,
il n'y a même pas la question des manuscrits, puisque c'est une tradition indirecte, et donc on l'a chez d'autres auteurs. Et donc quand on s'adonne à des études de ce type-là, sur des auteurs qui ont très peu de témoignages, et qui ne font pas l'objet d'un manuscrit séparé, parce qu'ils sont cités par d'autres auteurs, les problèmes sont encore différents. Voilà. Mais là, c'était pas dans la question de Mortaza, mais je prolonge. Dans le cas des textes sacrés ou autres, je veux dire religieux, il y a la question subsidiaire, c'est y a-t-il parfois, ou y a-t-il eu souvent, des conséquences théologiques significatives? La conséquence théologique, si, parce que des questions de doctrine. Forcément, chaque virgule est importante. Voilà, c'est ce que je voulais pense dire. à un exemple, c'est le passage d'Isaïe où on annonce une vierge qui enfantera un enfant. Mais c'est une parthénos qui veut dire à la fois jeune fille ou vierge dans le texte hébreu. Enfin, non, en grec, on peut dire que c'est à la fois la jeune fille ou la vierge, et en hébreu, on distingue les deux. Et en hébreu, c'est jeune fille. Mais parfois, c'est la virgule. L'explication chrétienne, quelque part, a du plomb dans l'aile. La fameuse voix de celui qui crie dans le désert. Ah oui, Vox Clementis. Voilà, donc c'est le chapitre 40 d'Isaïe. Il cite Isaïe. Ah oui, Isaïe, voilà. Qui annonce ça. Et si je me trompe pas, Saint Jean-Baptiste cite Isaïe, voilà ça. Voilà. C'est pas la voix qui crie dans le désert, c'est la voix qui crie, dans le désert, préparez les voies du Seigneur. C'est-à-dire que ça change totalement le sens. Oui. Voilà. Préparer les voies du Seigneur dans le désert, c'est une chose. Et la voix qui crie dans le désert, ce n'est une autre, mais c'est pas très intéressant, la voix qui crie dans le désert. Enfin, ça donne un autre sens, si vous voulez. C'est clair que le sens d'origine, il est plus prégnant. Il est plus prégnant. De toute façon, dès le début de la Bible, Voilà. Bereshit bara Elohim, Elohim c'est un pluriel. Au début, Dieu, les dieux. Bon. C'est même pas au début, parce que c'est pas. C'est pas Baresh dans un commencement. début, ouais, Voilà. Oui, mais il n'y a pas l'article défini. Il n'y a pas l'article défini, non. Dans un commencement. Donc c'est encore autre chose qu'au début. Oui, le commencement, suivant la ponctuation qu'on met, Oui. le commencement c'était la terre était informe et vide. Oui. Parce que tout à fait au début, Oui. on peut tout à fait dire que tout à fait au début il n'y avait pas rien, mais il y avait la terre. La terre, oui, tout à fait. Donc Alors, en fait, on peut faire, on peut créer des interprétations. Oui, c'est là que je voulais en venir. Sur la moindre virgule. C'est-à-dire en fait, que ça a eu voilà. des conséquences philosophiques dans le cas de la doxographie, ça peut en avoir politique, Bien sûr. et évidemment religieuse. Cette philologie va servir quand même de matériau aux idéologues en tout genre, et c'est un des points importants. Je pense qu'il faut souligner, on ne s'est pas contenté de se quereller sur la manière de traduire, c'est que si on se querellait tant, c'est aussi beaucoup, c'est pas seulement pour confronter ses compétences respectives, c'était parce que ça avait des conséquences. Et il y a aussi la manipulation des textes, parce qu'à l'époque des querelles théologiques, on pouvait, comme il n'y avait pas de photocopieuse, pas d'imprimante, les textes étaient copiés et on pouvait avoir des traditions locales qui... Sans parler de tous ceux qui ont brûlé Alexandrie. Enfin bon. Oui. Alors, une question. Oui, il y a une question qui m'interroge, moi, depuis un moment. Je ne suis pas un grand spécialiste. Pourquoi, tout d'un coup, cette Bible de Jérôme, enfin, cette Vulgate, alors que toute la traduction de la Septante auquel vous avez fait allusion ne posait aucun problème à personne, ni aux Juifs, ni aux chrétiens. Et, enfin, alors, si elle en posait lesquels, et pourquoi on n'a pas continué après les traditions de retour au texte hébreu, je pense à Origène et des Hexaplès, là, où justement, apparemment, il y avait des améliorations en 6 colonnes de ces termes qui posaient, et qui est une façon qui posait les questions, et qui est une façon d'améliorer petit à petit ce texte des Septantes. Pourquoi y a-t-il eu, enfin ce que moi je vois, mais peut-être à tort, comme une rupture, et qu'en pense Camphora, et qu'en pensez-vous, vous, entre les Septantes et Jérôme? Alors, enfin, Camphora ne parle pas vraiment de cet aspect, mais je peux vous en dire un mot. Les exemples d'Origène sont un exemple de cette tradition philologique appliquée au texte religieux. Je pensais aussi à Eusèbe qui a fait les canons des évangiles en divisant en 10 canons, c'est-à-dire les découpages des textes des évangiles qu'on retrouve dans les 4
et puis ceux qu'on retrouve seulement dans 3, et lesquels des 3, ceux qu'on trouve seulement dans 2, et ceux qu'on trouve dans un seul évangile. Donc par exemple, il y a déjà là un travail d'analyse, de critique qui est poussé. C'est intéressant pour la Bible, l'Ancien Testament grec, il est d'avant Jésus-Christ, donc ce n'est pas les chrétiens qui l'ont fait. Et la lettre d'Aristée raconte cette sorte de miracle de 72 grands savants judaïques qui ont traduit séparément l'un de l'autre, donc 72 fois en même temps, le texte de la Bible hébraïque, et qui miraculeusement auraient trouvé le même texte. Alors, quel est le c'est la sens? parole de Dieu, c'est normal. Non, mais quel est le sens de cette anecdote Pardon. C'est que le texte hébraïque, il est super sacré, quoi. C'est le texte. Dans le Deutéronome, il y a un verset qui dit « Tu n'ajouteras rien et tu ne retrancheras rien ». C'est pour ça qu'on a mis les voyelles sous forme de points. Parce qu'il ne fallait rien ajouter, il ne fallait pas toucher ce texte divin. Alors, Et donc c'est logique qu'ils trouvent tous le même. face à ce texte-là, pour Il fallait qu'ils promouvoir trouvent le le même. texte grec, qui n'était qu'une traduction, il fallait un miracle. C'est pour le promouvoir, c'est pour dire voilà, on peut faire confiance à ce texte grec qui est traduit, parce que, par miracle, les 72, on le traduit tous de la même façon. Et le miracle a marché. Et le miracle a marché. Oui et non, parce que le judaïsme d'Alexandrie est un judaïsme de la diaspora, et dans lequel ils ont pris corps aussi des mouvances plus universalistes, plus apostoliques. Je pense à Philon d'Alexandrie, qui par la suite était renié. Par la suite, Philon d'Alexandrie, philosophe juif très important, a été plutôt repris par les pères de l'Église chrétienne. Et le judaïsme s'est recentré sur la langue hébraïque et l'exégèse. Donc, peut-être une partie du christianisme est redevable au judaïsme d'Alexandrie. Mais bon, là, je ne suis pas un grand historien de l'Église. Mais C'est exact. Merci, c'est intéressant. voilà. C'est exact. Le judaïsme est revenu au texte qui était uniquement hébreu, Voilà. alors que pendant un certain temps, il y avait effectivement des textes grecs. Et c'est pour ça que la Septante couvre à la fois l'Ancien Testament. Ça ne les gênait pas du tout. Ça ne les gênait pas du tout. Et mais le judaïsme, au IIIe siècle, après Jésus-Christ, est revenu au texte exclusivement hébreu. Voilà. Et le catholicisme, le christianisme, qui était déjà présent, a assumé ce qui existait dans le judaïsme avec de la Septante, c'est-à-dire avec les textes qui sont devenus les textes deutérocanoniques. Voilà. Alors après, par rapport à ce que vous disiez, on peut rappeler une chose, que dans le message évangélique, il y a l'apostolat. Allez annoncer ma parole. Il n'a pas dit de l'annoncer en grec, en latin. Si vous devez l'annoncer au peuple, il faut forcément passer par des traductions aussi. Dans les actes des apôtres, les chrétiens, les premiers chrétiens, c'est les Grecs. Ils sont décrits comme les Grecs. Mais ils ont traduit ça en arménien. Oui, mais je veux dire, c'est en grec, c'est dans le monde hellénistique, c'est écrit en grec et ils sont désignés, y compris par les autres, comme des Grecs. Oui, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que la bizarrerie, c'est de bloquer sur le texte latin que plus personne ne comprenait à un moment donné, alors qu'au Moyen-Âge, on avait tenté de faire des traductions, Tout le monde comprenait des traductions langue vulgaire. C'est ce raidissement qui est bizarre, puisque s'il faut annoncer l'évangile, il faut l'annoncer à les gens. La Vulgate n'a été considérée comme canonique que par le Concile de Trente, c'est-à-dire en 1400 ou 1500 et quelques. Oui, mais en fait, l'antécédent logique, c'est Charlemagne, qui était un barbare, un franc, donc pas du tout romanisé, mais qui, par, disons, respect de la majesté de la tradition romaine, a imposé le latin comme langue du savoir et de l'Église. Ouais, puis il fallait mettre de l'ordre. Oui, non, mais ça c'est intéressant, parce que quand je dis, sur la base du collègue venu de Shanghai, que c'est un patrimoine de tous, y compris des Européens, parce que toute la bande à Charlemagne, c'était pas des Romains. Non, pas du tout. Et même en Italie, il y avait les Visigoths, les Ostrogoths, les Vandales. Donc, si aujourd'hui, dans l'Europe contemporaine, on étudie encore un peu, j'espère, le latin et le grec, c'est des ex-barbares qui se sont romanisés volontairement. Et c'était d'ailleurs les orientaux qui étaient restés au grec.
C'était Byzance, c'était... Moi, quand je C'était pense Constantinople. excusez-moi, le hammam, c'est beaucoup plus proche des termes romaines. La manière de s'habiller dans les pays arabes, c'est beaucoup plus proche des Romains. Enfin, bien sûr. pour moi, les héritiers normands, c'est le monde arabo-musulman. Dans plusieurs aspects, mais pas dans la langue. Et inversement, le monde européen chrétien s'est christianisé sans prendre la langue hébraïque. Oui. C'est christianisé en tournant le dos à la langue du Christ et du peuple juif. Vas-y, S'il n'y a pas d'autres. Hein. vas-y. Bon, en fait, je ne sais pas, dans l'annonce, on présentait la philologie comme une arme. Et enfin, Dominique a un petit peu évoqué la question, mais en fait, on ne peut pas juste dire la philologie, c'est la belle arme des éclairés contre les obscurantistes. En fait, c'est une arme dans tous les sens du mot, quoi. C'est-à-dire que là, c'est un contexte qui va peut-être un peu ailleurs que là où va le livre, mais par exemple, la philologie allemande du 19e siècle, que Dominique a mentionné, en fait, enfin, elle a été faite en gros par des racistes. Elle a privilégié les laines sur les autres composantes et grecques et non grecques, par exemple, en ridiculisant tout ce qui pouvait être présenté comme élément commun de civilisation dans l'Antiquité. Et donc, en fait, on ne peut pas juste présenter... Enfin, il me semble qu'on ne peut pas juste présenter la philologie avec ses deux côtés. En fait, elle est multiple, quoi. C'est une lutte permanente, la philologie. Oui, mais quand je dis que la philologie, ça sert pour imaginer une identité ou un monde, ça peut aller aussi dans le mauvais sens. Ouais. D'ailleurs, Confora parle du sens de supériorité que la connaissance des langues aussi rares que le latin et le grec peut donner aux philologues. Enfin, C'est la thèse d'Ulrich. voilà, il reprend une lecture très conservatrice de grands savants comme Ulrich von Willendorf, voilà, qui mettait en avant le caractère élitiste. Mais il y a aussi, et Confora en fait partie, tout un courant philologique qui au contraire est pour l'émancipation et il est pour une connaissance mise à disposition large des trésors de l'Antiquité. D'ailleurs, il le dit... Il parle au sein du Parti communiste italien. Oui, il y a eu un débat au moment d'éliminer le latin de l'école du collège. Voilà. On a eu ça aussi, il n'y a pas si longtemps, en France, y compris avec Jospin, par exemple. Alors là, c'était en 62, parce qu'après le Concile Vatican II qui éliminait le latin de la messe, il y en a eu pour dire « Ah ben si on l'élimine de la messe, on l'élimine aussi de l'école ». Je simplifie abusivement, mais Togliatti était pour le maintien du latin. Voilà. Comme Georges Brassens. Mais c'est Il y a même un célèbre discours de Togliatti où il cite Virgile. c'est vrai, comme dit monsieur, quand même, que la création de l'Indo-Européen, enfin très à grands traits, ça a été quand même une invention des nazis contre les langues sémitiques. Enfin, je veux dire, du point de vue linguistique. Oui, mais ça, c'est le problème des Indo-Européens, qui est d'ailleurs très critiqué maintenant, est une construction, une machine de guerre. Davantage l'invention des Indo-Européens que de l'Indo-Européen. Oui, non, attention, pas seulement. Ça, c'est... Il y a un très bon livre de Demoule qui vient d'être réédité qui raconte cette histoire. Ça, c'est un des aspects. Mais c'était... Oui, bien sûr. On vient, nous, Ariens, nous venons de l'Inde, et tous les autres, ce sont des Pekno et des Untermensch. Mais la problématique indo-européenne... Il y avait cet aspect-là aussi dans les classements qu'on a appris. C'est une forme de dialectique des Lumières, de dialectique de la raison. En réalité, c'est le danger contre lequel Confora met en garde dans son épilogue, c'est l'identification. Quand Machiavel s'identifie... Oui, et les philologues du 19e, y compris Nietzsche d'ailleurs, n'étaient pas sur cette thématique-là. Je veux dire, ceux qui vont faire la doxographie, dont je parlais tout à l'heure, donc ils vont recenser pour essayer de donner une version, sont pas, ne serait-ce que parce que c'est une, comment dirais-je, ce serait un anachronisme,
Nietzsche lui-même, en dehors de tout ce qu'on pourrait en dire, et que je ne vais pas le débattre, n'est pas un nazi, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Dans l'éthique de l'éducation, c'est derrière paroles, c'est quand même Dionysos contre le crucifié. Oui, mais bien sûr. Je t'aime Cosima, signé Dionysos. Là, oui, mais ça on est dans la folie. C'est Nietzsche, c'est encore autre chose. Mais je veux dire, la problématique indo-européenne, encore une fois, il y a eu de très bons ouvrages qui ont été réédités dernièrement. Elle traverse toutes sortes de traditions, y compris philologiques, mais surtout philosophiques, historiques, archéologiques, paléontologiques, linguistiques. C'était la grande époque du structuralisme, quand on va arriver à des conclusions scientifiques, d'ailleurs authentiques. Même si Dumézil lui-même peut être assez suspect de sympathie pour, surtout pendant la période de l'occupation, il n'empêche que d'un point de vue scientifique et y compris philologique, là c'est plus large, c'est la structure des langues et ainsi de suite, l'approche n'a pas grand-chose à voir avec ça au départ. Oui, non, mais ce que vous disiez, cher monsieur, c'est très juste aussi, c'est-à-dire ça peut être une arme, et les armes on peut les utiliser pour se libérer des envahisseurs ou pour aller kikiner c'est ce que vont faire Rosenberg et autres avec l'utilisation de l'indo-européen dans la vulgate nazie. Je préciserai juste une chose, après je vous donne la parole, c'est que vous parliez de la philologie du XIXe siècle qui a été quelque chose de grand et de noble, avec malheureusement comme tout le romantisme, il y a eu un romantisme réactionnaire et raciste, etc. Donc ça fait partie. Mais ce qui s'est passé au début du XXe siècle avec le délire mussolinien pour la Rome ancienne et hitlérien pour les Indo-Européens, ça c'est des caricatures de bas étage. C'est ce que je voulais dire. Voilà, de quelque chose. Donc ça, il faut vraiment... là c'est une instrumentalisation d'un débat culturel fait par des démagogues. Non mais tu as raison, le fait que ce soit une arme idéologique et que ce soit utilisé comme tel, bien sûr. Je mets un bémol au fait que le rapprochement il est quand même pas complètement... Enfin, quand on lit certains philologues allemands du 19e siècle, on lit ce qu'ils écrivent, c'est clair. Mais bien sûr. On ne peut pas dire, eux, ils étaient scientifiques et bon, un petit peu conservateurs, et puis après, il y a eu les méchants nazis qui ont tout déformé. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Non, tout à fait. Clair. Bien sûr, mais de la même manière que la problématique de l'ensemble des disciplines qu'on peut qualifier de sciences humaines, qui se sont beaucoup intéressées à la question des Indo-Européens un peu avant les nazis eux-mêmes et également pas mal après, n'étaient pas strictement liés aux gens que tu viens d'évoquer. C'est ça que je voulais dire aussi. Oui, je me demandais, merci. Je me demandais d'abord si ce n'est pas... Les problèmes se trouvent un peu dans ces efforts pour retrouver l'original, enfin, les sources dont vous avez parlé, un idéal qu'on ne peut pas finalement accepter, et vous avez parlé d'une philologie subversive, et finalement je me demandais si... Parce que c'est plutôt dans un domaine des textes antiques. Oui. C'est peut-être une fausse question, mais si on pense aux autres traditions et d'autres textes, d'autres méthodes, ce n'est pas un peu plutôt conservateur par rapport aux témoins, parce qu'on pense qu'on accorde à peu près les mêmes poids quelquefois à toutes les leçons qu'on a pu trouver, qu'on peut trouver, et ce n'est pas tout à fait... Alors, si je comprends bien, vous trouvez que c'est conservateur dans le geste même de chercher l'original, en fait, c'est ça qui est conservateur? Je pense que, puisqu'on a parlé depuis de la philologie des textes antiques, et je me demandais si, par exemple, dans la philologie des langues vernaculaires, on peut voir les choses autrement, c'est qu'on n'a pas forcément aller chercher un texte canonique, mais plutôt on respecte les témoins. Et, par exemple, vous avez parlé de Lachmann, et il y a aussi Joseph Bélier et d'autres philologues. Oui, tout à fait. Ce n'est pas mettre en perspective. Oui, alors quand on parle de philologie, en fait, c'est l'étude approfondie des textes, voir leur restauration quand ils sont... disons abîmés, il y a des manières d'abîmer les textes, de restauration, voilà. Alors, mais ça se
c'est pour tout, hein. C'est-à-dire même un auteur contemporain qui décède et qui laisse des manuscrits, ils sont raturés, ou enfin ils laissent des... Aujourd'hui il n'y a plus tellement de manuscrits, mais ils font un tirage à l'ordinateur, après ils cassent une ligne, ils corrigent des choses. Ça aussi c'est de la philologie, c'est-à-dire essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y avait dans la tête de l'auteur, qu'est-ce qu'il voulait transmettre comme message et comme texte, les mots qu'il voulait utiliser. Comme parfois on a des variantes, c'est-à-dire on a deux phrases qui les deux font sens, et on se demande à laquelle il avait pensé cet auteur. Donc dès lors qu'on a un problème textuel, c'est-à-dire quand il y a des variantes entre plusieurs disons, versions d'un texte, il y a de l'espace pour un travail philologique. Oui. Voilà. Donc, il faudra peut-être se poser la question à quel état on va restaurer le texte. Absolument. Alors pour la philologie antique, on sait qu'il est très difficile de retrouver le texte de l'auteur. Bon, dans des cas très rares, quand on sait que l'auteur a réécrit par exemple son ouvrage, on peut avoir deux versions différentes qui les deux remontent à l'auteur. Et c'est vraiment des cas très rares. Il y a ceux aussi, même dans la période relativement moderne, qui s'emploient à brouiller les pistes. Je songe au carnet noir de Heidegger. Mais madame avait une question. C'est pour ça que la philologie, c'est pour l'Antiquité. Alors, je vais peut-être ajouter une chose, après je vous donne la parole, c'est que la philologie antique, elle est plus difficile, non seulement puisqu'il y a une distance dans le temps, mais aussi parce qu'une partie de ces textes-là ont un grand prestige, une grande majesté. Ils ont eu des effets. On pense au système cosmologique d'Aristote. Voilà, donc quand un texte il est sanctifié non seulement par des églises, mais aussi par des enseignements universitaires, parfois avec l'aide des pouvoirs de l'église, il est très difficile de les remettre en discussion. Donc, et du coup, le côté conservateur, ça peut être lié au prestige qu'a un texte. C'est toute la scolastique, ça. Voilà. Mais la scolastique, comme le christianisme, ce sont des phénomènes disons, qui sont surtout au Moyen-Âge, enfin qui se développent au Moyen-Âge, en regardant vers l'Antiquité. Donc voilà, d'où la nécessité de s'adapter à des voilà. Madame. Oui, en fait, c'était pas une question, je voulais juste un petit peu aborder dans votre sens et développer cette idée que c'est une quête du texte original, effectivement. Enfin, je me permets d'intervenir dans la discussion. Et effectivement, si Jérôme traduit alors qu'il y a la Septante, c'est pour retrouver un texte original et retourner aux origines. Et je dirais qu'on devrait aussi être conscient que le canon, en fait, c'est une invention du Moyen-Âge et que les antiques eux-mêmes avaient un texte fluide. Et qu'aujourd'hui, dans les approches exégétiques des biblistes, des hébraïsants tout du moins, compte tenu de la documentation des manuscrits de Qumran, qui nous présente une variété de variantes, qui sont en circulation en même temps, et qui en même temps font texte d'autorité. Donc cette idée de texte original, qui en fait est une chimère, ça apparaît avec beaucoup plus disons, bon, aujourd'hui on n'est plus, on l'est encore, mais beaucoup moins, dans l'idée la quête du texte original paraît beaucoup plus, on est beaucoup plus conscient que c'est un anachronisme et c'est une chimère aussi. Oui. Pour le Nouveau Testament, tous les ans, la maison d'édition allemande Niestlé fait paraître un texte nouveau qui est supposé être le texte le plus original. Mais chaque année, il y en a un nouveau, quoi. C'est des contre-constitutions. Pour l'Ancien Testament, c'est plus... Est-ce qu'il ne s'agit pas en réalité de fonder, de renforcer une tradition, pour des raisons d'autorité, sur quelque chose d'objectif, alors qu'en réalité, dès l'origine, à chaque fois, c'était une tradition plus qu'autre chose. Et une transmission, mais qui elle-même n'était pas fondée sur quoi que ce soit d'objectif de ce type-là. Là, je parle évidemment des textes religieux. C'est évidemment différent dans les textes des philosophes présocratiques. En tout cas, il y a des conditions techniques, technologiques qui sont les mêmes. C'est-à-dire que les textes sont copiés à la main et ils circulent dans des groupes
assez restreint. Et dans le cas de groupes unis par une foi religieuse, ils ne sont pas forcément liés les uns aux autres. Donc, à partir d'un texte de base qui peut-être un jour exister, on commence à voir le texte qu'on utilise dans telle zone, dans telle région, et puis le texte qui circule dans telle autre région assez éloignée. Oui, mais, et après les générations avançant... D'accord, mais ma question c'était justement, est-ce que, à la lumière y compris de tout ce qui a été dit et des questions, on ne s'aperçoit pas qu'il s'agit, on a parlé de la scolastique, il ne s'agit pas justement de fonder une autorité, de la légitimer, là où il s'agit en réalité d'une tradition fluide, diverse et autres, pour créer un effet d'autorité. Est-ce que l'objectif, dans une large mesure, de ce type de philologie, c'était pas ça, plutôt que de venir réellement à des textes d'origine dont on s'est aperçu que c'était une quête assez chimérique? C'est là que la philologie est la plus subversive de discipline, comme le fait remarquer Confort, parce que une chose, c'est d'organiser une communauté autour d'un dogme, d'une foi, pour la ressauder, et donc dogme qu'il ne faut pas remettre en question. Et autre chose, c'est ce que vous disiez, c'est de se pencher sur les textes en ayant fait beaucoup d'études, en ayant à faire des textes très difficiles, et pour voir que finalement il y a une richesse. Oui, elle est subversive au sens où justement elle ne permet pas d'asseoir une autorité quelle qu'elle soit. C'est ça que tu veux dire. Dans la mesure où la religion, en tant qu'institution, groupe constitué, c'est une forme de pouvoir. Absolument. La philologie, comme on l'a dit, voilà, la philologie, comme on l'a dit, elle est subversive. Elle ne peut que l'être. Parce qu'elle ne peut pas autoriser ce pouvoir et son autoritas, justement, sur quelque chose qui serait scientifiquement ou objectivement démontré. Et puis n'oublions pas, juste une chose, mais c'est que les gens ne s'amusent pas à lire l'évangile comme ça. C'est la peur de la mort, la peur de la maladie. Enfin, la religion est une consolation. Donc les gens se raccrochent très fortement à un texte. Ils ne veulent pas qu'on leur dise « Ah, mais dans la version des Essénes ou je ne sais pas quoi, le texte n'était pas comme ça ». L'autre est en train de mourir, il veut de la paix. Vous voyez? C'est-à-dire que les textes religieux, ils sont très puissants parce que c'est l'espoir. C'est la consolation, c'est le remède à l'angoisse. D'où l'idée de Vulgate, d'ailleurs. Oui, sauf que la Vulgate en latin au peuple germanique, ça sert à rien. Donc, non, mais Vulgate au sens où il faut bien qu'il y ait ou de canon, ou de dogme, il faut bien qu'on se mette d'accord sur un truc clair. Vulgate au sens d'édition Vulgate. La Vulgate, elle s'appelait Vulgate. Vulgarisable. Elle s'appelait Vulgate dès le début Non, c'est la Editio Vulgata, c'est-à-dire l'édition la plus divulguée, la plus répandue. Parce qu'elle avait la Vetus latine. Oui, alors ça c'est une bonne question, parce que là du coup j'ai un doute, mais je pense que c'est... On dit Vulgate pour dire l'édition la plus répandue. Donc c'est plutôt moderne, voilà. C'est le sens... Je ne pense pas que c'est de l'époque de Jérôme. Qui appelait son propre texte. Je pense pas, non, honnêtement je pense pas, mais c'est une bonne question. Oui, pardon. Alors vous avez... Est-ce qu'il n'y a pas d'un point de vue plus idéaliste, enfin je ne sais pas si ça en rend compte, mais dans cette tension dialectique un peu entre la tradition et la nouveauté, le regrattage, ce qu'on pourrait appeler symboliquement une démarche de palimpseste, quoi. C'est-à-dire qu'on a le texte ancien et on gratouille par-dessus pour des raisons de politique, idéologique, etc., de certitude, mais c'est sans arrêt la philologie fait apparaître cet aspect un peu d'éternel palimpseste que sont les textes anciens sur lesquels on réécrit, soit pour simplement se prouver sa liberté, sa créativité, soit parce que les temps ont changé, soit parce que les volontés du pouvoir ont changé. Si vous lisez le livre comme je le pense, puisque vous l'avez, oui. Vous verrez que c'est la critique de l'encyclique Pascendi. Il dit l'encyclique la plus hostile à la philologie, qui dit, mais ces savants, ils parlent comme s'ils avaient devant eux les apôtres, Saint Paul, comme s'ils savaient exactement ce qui s'était passé. Et donc, voilà, enfin, c'est une encyclique très agressive, mais qui parfois, disons, soulève un point qui est juste, c'est-à-dire que les philologues, comme ce sont des hommes de science, la science c'est quelque chose qui évolue. Donc, voilà. Et puis surtout, ce sont des historiens, au sens classique de l'enquête. Oui, et là où il ne devrait pas y en avoir. Ils ne sont pas infaillible. Donc ce qu'on vient de décrire, c'est le fait qu'il y a une histoire de ces textes.
et de leur réécriture. C'est ça que détectent aussi les philologues. Voilà, mais il y a aussi une histoire de la philologie, c'est-à-dire Oui. que la philologie Absolument. progresse, et c'est ces livres d'Homère à Erasme dont je vous recommande la lecture dès qu'on aura fini de réviser la 4e édition. Mais vous avez toujours l'ancienne. Bon, bah, on 1984. prend déjà rendez-vous. Voilà. Et peut-être qu'on va bientôt conclure, sauf s'il y a d'autres questions. Apparemment non, je vais vous inviter à conclure tous les deux. Dans l'ordre que vous voulez. J'ai un simple regret, alors on a une grande satisfaction de cette soirée, ça rend bien, je pense, tout l'enthousiasme qu'il y a à découvrir ce livre. Le regret, c'est peut-être que toi qui as traduit la bibliothèque du patriarche de Canfora, Oui, de Photios, oui, mais c'est écrit par Canfora, Canfora, c'est qu'on n'ait pas trop parlé de cette tradition orthodoxe qui a été mise sous le boisseau, en fait, parce qu'il était, ce patriarche, qui était le plus grand érudit de son temps, a été, on n'a jamais pu passer, n'est passé que dans des conditions totalement rancomolesques. Il y a même Canfora écrit plusieurs livres en fait, un peu sur Mais il y a un cette chapitre histoire. dans Philologie et Voilà. Liberté, donc si vous lisez le livre, vous aurez un résumé de la question. Lisez le livre. Exactement. Voilà. On va le Alors, lire. et j'ai oublié, non, je pense qu'on a oublié de dire qu'on te doit, en tant que philologue, justement, l'édition de Guillaume Budet, du DAC. Et moi, ce qui me surprend, c'est que justement, il n'y avait pas d'édition critique alors de ce texte depuis. Non. Il a fallu attendre. Bon, bah, on a parlé justement ce moment où la France se prend comme internation, peut-être, François Ier. Et justement, C'est bah, un témoignage, effectivement, de cette ambition philologique. on peut te remercier en tant que patriote français, quand même, d'avoir continué ce travail. Voilà. Voilà, mais merci. Alors moi, ma conclusion est peut-être une réponse à quelque chose que tu disais tout à l'heure et à laquelle dont je n'ai pas répondu. C'est la querelle des anciens et des modernes. Oui. Alors, bien sûr, à un moment donné, il y a eu cette querelle entre... Qui fait suite à la Renaissance. Qui fait suite à la Renaissance. Et qui en est une Mais- conséquence. Voilà, je voulais insister sur ce point. C'est-à-dire que grâce à l'étude approfondie des modèles classiques et à la... disons, à la remise en discussion des vieilles institutions médiévales, de l'esthétique, etc., on crée la nouvelle pensée. Mais la nouvelle pensée, elle est fruit de l'étude des anciens. Oui, mais Sauf c'est quand même qu'à- le moment où on dit ça y est, on est arrivé à leur niveau. Voilà, voilà. Les modernes disent ça à l'époque de la querelle des anciens et des modernes. Voilà, On vaut les anciens, Oui, on est tout aussi à fait, bons, tout à fait. on a la langue française, on a tout ça, on a des savants, on a tout, donc on est revenu au niveau, Voilà. en gros. Et c'est là que la philologie va s'en aller vers les Pays-Bas, l'Angleterre et l'Allemagne. Quand on décide que c'est bon, Voilà. c'est d'autres qui vont trouver des joies à... Oui, puisque à la l'étude querelle des anciens et des modernes, Blanquer oui, a décidé que c'était bon aussi. elle débouche sur le classicisme français. Bon, n'abordons pas ça. Alors là, c'est plus dire. Merci, bravo. Merci, bravo. Donc,